Je m'appelle Ariel Martin, j'ai 35 ans, et le jour où j'ai entendu ma fille me dire « trouve ailleurs pour mourir », j'ai su que quelque chose d'irréparable venait de se rompre. Si la trahison t'a déjà réduit au silence, partage ton histoire en commentaire, et abonne-toi pour en découvrir d'autres. Le dîner aurait dû être une formalité polie, une visite dominicale après l'enterrement. Mon mari, Julien, venait de partir, une longue maladie qui l'a emporté doucement. On avait enterré ses affaires, pleuré, serré les mains, puis on avait essayé de parler. Ma fille, Élise, était revenue de sa vie citadine, le visage tiré, les valises pleines d'assurances nouvelles. Dès l'allocution du notaire, je sentis une fissure dans l'air. Elle n'était pas là pour pleurer, elle était là pour compter. Depuis des années, je croyais avoir bâti un foyer autour d'un amour qui s'usait en gestes simples. J'appris que la valeur, pour certains, se mesure autrement. La maison, ce grand pavillon aux fenêtres claires, avait d'abord été le projet de Julien. Il aimait les boiseries, les livres empilés, le café le matin sur la terrasse. Il gérait une petite entreprise de design. Il avait l'honnêteté des artisans et l'obstination d'un homme qui a connu la faillite et qui s'en est relevé. Élise, 25 ans, avait pris goût aux lumières de la ville, aux verres choisis et à la promesse d'un confort sans effort. Ma mère, Renée, tenait la boutique familiale. Son pragmatisme était parfois dur. Et puis, il y avait Thomas, l'avocat de confiance, discret mais affûté. Il connaissait les rouages, les petites lignes, les clauses qui rangent les gens dans des cases. Après la lecture du testament, j'ai attendu le mot « partage égal », la phrase que l'on m'a susurrée dans les films. À la place, le notaire a posé l'enveloppe et a regardé autour de lui comme qui n'ose pas. Élise a souri d'un sourire qui cherche la victoire plutôt que la consolation. J'ai senti ma gorge serrée. Quand la colère monta, je gardai le calme comme un manteau trop lourd. Je pris un thé, je tentai un sourire, mais je savais que la nuit venait de changer de couleur. Quand l'avocat a ri et a prononcé la fameuse question, j'ai compris que la bataille ne serait pas seulement sentimentale, elle serait juridique. Après la lecture, le silence s'est étiré. Thomas, l'avocat, avait ce tic désagréable d'hésiter avant d'énoncer une vérité embarrassante. « Avez-vous même lu le testament ?» a-t-il demandé, riant d'un rire froid, comme si la paperasse pouvait être un jeu. Le notaire souriait d'un air contraint. Élise pâlit, trouva une expression qu'elle ne connaissait pas sur son propre visage. Elle déroula ensuite une version du monde qui l'avantageait. Elle avait pris soin de Julien dans ces dernières semaines. Elle expliqua. Les voisins acquiescèrent par politesse. Ma mère mâchonna des mots de prudence. Rappelons pourtant les personnages. Julien, l'homme que j'avais aimé, discret, généreux, fidèle à ses cadres. Élise, notre fille, ambitieuse et impatiente, devenue froide sans que j'aie remarqué l'ampleur du vide. Renée, ma mère, qui mesurait tout en bilan. Thomas, l'avocat, capable de lire une clause comme on lit un visage. J'ai cherché dans ma mémoire les signes, de petits froissements, des conversations écourtées, des clés rendues à la hâte, des notes mentionnant des ajustements. Je me souviens d'un dîner où Élise avait ri un peu trop fort, félicitée par Julien pour s'être adaptée. Je me suis absentée un instant et j'ai trouvé le livret de famille sur la table. À l'intérieur, une enveloppe que je n'avais jamais ouverte. Un document de Julien, daté, griffonné d'une phrase « Mettre en sécurité ce que j'ai construit ». Était-ce une note pour la postérité ou la trace d'une stratégie plus secrète? J'ai senti qu'on jouait avec mes souvenirs. Ils avaient encapsulé le deuil en prose juridique, et moi je restais la figure maternelle qui croyait encore aux gestes plutôt qu'aux chiffres. Cette question « Avez-vous lu le testament ?» résonnait comme un défi. Et moi, qui vis depuis toujours dans la matière des choses, je me retrouvais face aux mots qui structurent la rente et la loyauté. Je me promis de lire, de décortiquer, d'apprendre à parler la langue des clauses.
Quand j'ai enfin ouvert le testament, la première ligne m'a glacée, parce qu'elle disait exactement ce que personne n'aurait dû vouloir dire. Je m'installai dans le salon, entouré des livres que Julien avait posés comme des sentinelles. J'ouvris le testament lentement, comme on ouvre une lettre d'adieu à un monde. Les premières lignes étaient courtoises. La voix de Julien, toujours douce, parfois ironique, se lisait entre les lignes. Puis, la clause apparut, nette comme la lame d'un rasoir. Une répartition en apparence logique. La maison et une partie substantielle confiée à Élise, pour assurer la continuité de la famille et la stabilité du foyer. Il y avait ensuite une disposition particulière, une phrase conditionnelle, liée à un événement que je n'avais pas prévu. Julien demandait qu'un test de loyauté soit passé par l'héritière. Étrange clause, oui, mais la formulation laissait une porte. J'avoue que le cœur me cogna. Pourquoi une condition? Pourquoi des balises à poser sur une propriété aimée? Puis je lus la dernière annexe. Une disposition que je ne saisissais pas d'emblée. Un fonds fiduciaire de 33 millions, avec une clause finale alarmante. En cas de manquement avéré à la dignité familiale, une somme conséquente serait réaffectée à des œuvres et à des membres précis de la famille. C'était écrit avec la froide précision d'un homme qui avait voulu protéger une vérité. Était-ce l'adieu d'un mari qui voulait à la fois donner et protéger? Était-ce une vengeance discrète de celui qui avait goûté au mensonge? Je repensais aux derniers mois de Julien, à ses silences, à ses vérifications de dossiers, à ses appels tardifs avec son avocat préféré. Peut-être avait-il pressenti une fragilité. Je sentis une odeur d'encre sur le papier, l'empreinte d'un plan mûri. Je me demandais si Élise et Thomas connaissaient la vraie portée de la clause. Si oui, alors ceux qui avaient souri trop tôt verraient leur sourire figé. Je refermais le livret. Le monde n'était plus tout à fait le même. Il y avait désormais des règles écrites, des remèdes préventifs. J'avais deux voies, pleurer et me taire, ou lire, comprendre et agir. J'ai choisi d'agir, car la clause avait un nom précis, et ce nom allait réveiller des loyautés que je croyais disparues. J'ai commencé par rassembler des alliés silencieux. Ma mère, Renée, que j'avais redoutée pour sa dureté, fut la première. Elle me regarda, non sans froideur, puis dit « Nous devons jouer selon les règles qu'il a écrites. » Elle connaissait des notaires, des amis de longue date. Elle savait que les apparences se tiennent parfois mieux avec des pièces justificatives. Ensuite, j'ai tendu la main à Marc, un ancien collègue de Julien, homme discret, intègre, qui avait travaillé sur les comptes et qui n'aimait pas les petites tricheries. Il accepta de consulter les relevés en toute confidentialité. Élise, elle, jouait sa part. Elle se disait choquée, blessée, l'héritière lésée par l'idée même d'être mise à l'épreuve. Thomas, imperturbable, expliquait que l'esprit du testament était simplement de protéger. Pourtant, dans ces silences, je sentais quelque chose d'autre. J'ai observé ses gestes, des appels, des rendez-vous, des mails effacés, des documents signés avec une légèreté étrange. J'ai demandé discrètement à Marc d'examiner les transferts et d'identifier les comptes liés à la fiducie. Il trouva des mouvements saccadés, des transferts en dehors du calendrier normal et des signatures légèrement différentes. Nous avons aussi sollicité une experte indépendante en fiducie, Claire, une femme au ton sec, mais juste, qui accepta d'examiner les clauses d'exclusion, les conditions de dignité familiale et les paramètres. Ensemble, nous avons commencé à construire une carte. Qui recevrait quoi et selon quelles conditions? La vérité fut lente à apparaître, mais apparue, elle l'était, comme un puzzle dont certaines pièces ne correspondaient pas. J'appris que Julien avait anticipé. Il avait inscrit des critères précis, opératifs, conçus pour tester la responsabilité d'un héritier. Il n'avait pas voulu infliger une douleur gratuite. Il avait voulu une garantie que la maison resterait un lieu de respect. Mais la formulation laissait un levier. La dignité pouvait être interprétée
et l'interprétation dépendrait de la preuve. Quand Marc m'a montré la première ligne suspecte d'un transfert, j'ai compris que ce test ne serait pas seulement moral, il serait public. Nous avons posé des actions précises. D'abord, j'ai demandé copie des comptes de la fiducie. Ensuite, nous avons envoyé des courriers recommandés, demandant justificatifs et explications à Thomas et aux parties impliquées. Élise répondit par des mots contrôlés. Sa posture publique restait irréprochable, mais elle évitait certaines questions précises. Thomas, quant à lui, s'agita davantage en coulisses. La presse locale, informée par un courrier anonyme d'un avocat concerné par l'éthique, une manœuvre que je n'ai pas signée mais dont j'ai accepté les faits, commença à poser des questions diplomatiques. Les regards se firent plus durs. Les institutions qui avaient prêté au couple étaient invitées à éclaircir. Le facteur financier se mêla au facteur moral. Les sommes engagées attiraient naturellement des vérifications. C'était ce que Julien avait voulu, rendre visible l'invisible. C'est alors qu'un détail me glaça. Une clause écrite en post-scriptum indiquait un mécanisme de redistribution automatique si la condition de dignité était jugée violée. Ce mécanisme pouvait réaffecter l'essentiel de la fortune à des œuvres et à des membres de la famille dont le nom figurait en annexe, des noms que je reconnus et qui n'étaient moi pas neutres. L'effet serait double, priver Élise et certains complices, et favoriser ceux que Julien jugeait fidèles, ceux qui avaient gardé la maison vivante. Je fis le choix stratégique de rester public. Je donnais des interviews sobres. J'expliquais ma démarche. J'évoquais le respect dû à la mémoire de Julien. Élise protesta dans quelques colonnes, accusant la presse d'invasion. Mais les questions restaient. Nous avions placé des avocats indépendants pour auditer. Le grand public commençait à distinguer le geste d'un homme prudent et la réaction d'une fille impatiente. Puis vint la lettre qui changea tout. Une notification officielle indiquant l'ouverture d'une enquête sur la gestion de la fiducie. L'enquête devint une tempête froide. Les comptes furent ouverts, les auditeurs appelés, les témoins interrogés. Thomas perdit son sang-froid publiquement. Élise n'avait plus que son assurance de façade. Certains alliés de façade se retirèrent. Les fournisseurs, alertés, demandèrent des preuves. Des mouvements bancaires furent gelés provisoirement. C'était exactement le mécanisme prévu. La transparence forçait la vérité à sortir. Je découvris des chèques à des destinataires obscurs, des virements redirigés vers des comptes intermédiaires. Les explications de Thomas au début tentèrent la bonne foi. Erreur de gestion. Frais imprévus. Un consultant. Mais les documents parlaient non plus fort. Un auditeur nous montra une série de courriels où Élise approuvait des dépenses non conformes au statut de la fiducie. Les pièces s'accumulaient. Une signature ici, un virement là, une autorisation floue. L'image publique d'Élise commençait à se fissurer. Le regard des voisins changea. Le respect qu'ils affichaient pour notre nom fit place à une curiosité dure. J'ai senti une jubilation pauvre chez certains, mais aussi le soulagement chez ceux qui avaient été lésés par des arrangements passés. Ma mère, Renée, resta stoïque. Elle veillait à ce que la dignité de la maison soit préservée, que la mémoire de Julien ne soit pas transformée en monnaie. Nous avons demandé des comptes, et nous avons obtenu des réponses partielles, des excuses, des tentatives de réparation. Mais l'ombre de la trahison était là, plus profonde que des chèques, elle perforait la confiance. Le monde que j'avais connu se transformait en champ d'audition, où chaque mot pesait. Quand l'auditeur prononça le premier nom qui devrait perdre la part principale, tout le monde retenait son souffle. La commission conclut à des irrégularités sérieuses. La presse fit son travail sans complaisance. Un article relayé sur les réseaux détailla la nature des virements et la collusion possible entre bénéficiaires. Élise, mise face aux faits, perdit sa couleur. Thomas tenta d'esquiver, mais la lumière braquée sur leurs gestes les rendit dociles. Les tribunaux firent leur travail. Injonction, restitution partielle, et surtout l'application de la clause fondatrice que Julien avait écrite pour protéger ce qui lui semblait sacré.
le mécanisme de redistribution se déclencha. Une grande part du fonds fut provisoirement réaffectée à des œuvres choisies par le défunt et à des membres de la famille désignés pour leur fidélité. Les comptes furent gelés pendant l'enquête. Élise fit une tentative de protestation légale. Elle n'obtint qu'une tribune d'indignation publique qui renforça l'idée que son attitude n'était pas juste. Les commentaires en ligne oscillèrent entre compassion pour une jeune femme déçue et condamnation de comportements indignes. Pour ma part, j'ai gardé la tête froide. Mon objectif n'était pas la ruine totale, mais la restauration de la vérité. J'ai accepté la décision du tribunal qui, si elle m'enlevait une partie du contrôle immédiat, garantissait que la maison ne deviendrait pas un instrument de vanité. Voir Élise pâlir devant les conséquences de ses choix fut amer, mais nécessaire. Voir Thomas, jadis maître d'œuvre discret, perdre en crédibilité, fut une justesse factuelle. La maison resta, et la mémoire de Julien trouva son gage. Il avait su concevoir un mécanisme pour que sa volonté ne soit pas dévoyée par la cupidité. La famille se fractura et certains liens se brisèrent définitivement. Certains vinrent me dire qu'ils n'avaient jamais soupçonné. D'autres avouèrent qu'ils avaient préféré se taire. La dernière audience approchait, et la sentence définitive allait sceller le destin de ceux qui avaient choisi l'intérêt personnel. Le tribunal rendit sa décision. Application prudente de la clause, restitution partielle et dessaisissement temporaire de la gestion des biens pour Élise, en attendant une réhabilitation concrète. Les œuvres désignées reçurent des sommes importantes. Certains membres de la famille désignés par Julien, des visages humbles et fidèles, trouvèrent un appui. Ce n'était pas un triomphe scandaleux, c'était la trace d'un homme qui, même après son départ, avait su protéger ceux qu'il aimait. Je n'ai pas cherché la vengeance spectaculaire. J'ai cherché la vérité administrative, la réparation morale qui redresse les chiffres, sans écraser la dignité humaine. Ma victoire fut silencieuse. La maison resta un lieu de respect. La fiducie fut utilisée selon l'esprit que Julien avait voulu. Élise continua sa vie, blessée, obligée de remettre en question son rapport au monde. Thomas dut revoir sa pratique, perdre des clients et la tranquillité d'un homme qui croit tout maîtriser. À la fin, je me tenais dans le salon que Julien aimait, regardant une photographie où il souriait, une tasse posée à côté. J'ai écrit dans un carnet « Tu as vertement protégé ce qui ne peut être acheté ». J'ai laissé une note sobre pour ma fille. Je la respectais encore, mais il y avait des règles. La vengeance que j'ai acceptée n'était pas haineuse, elle était structurée, proportionnée, et portait la voix d'un homme qui m'aimait assez pour prévoir la suite. Si la trahison t'a déjà fait taire, raconte-la en commentaire, et abonne-toi pour d'autres récits vrais. La volonté à parler, il paye.